Bonjour à tous et bienvenue dans cette démonstration de NIT qui vous est présentée par No Deviation. No Deviation est une société de consultance qui est spécialisée dans le CNQ, mais nous sommes aussi partenaires privilégiés de NIT et c'est dans ce cadre-là que nous sommes habilités à délivrer des formations officielles de NIT et également à vous épauler dans tous vos projets de développement et d'implémentation de NIT. En quelques mots d'abord pour vous présenter NIT. Donc, NIT est un outil qui vous permet d'exécuter des protocoles en ligne de manière collaborative, mais c'est aussi un logiciel qui est hautement configurable, ce qui permet de vraiment l'adapter aux besoins de votre entreprise. L'objectif de la démonstration d'aujourd'hui, c'est de vous présenter les fonctionnalités générales de NIT et donc nous allons nous positionner dans la peau d'un utilisateur standard pour voir dans un premier temps comment créer et éditer un document. Ensuite, on va voir comment envoyer en revue, revoir et approuver un document. Et enfin, on va voir comment exactement se passe l'exécution en ligne d'un document. Donc, je vais commencer par me connecter. Quand on se connecte, voici l'interface sur laquelle on arrive. Donc, en parlant de fonctionnalités, une des premières fonctionnalités que peut offrir NIT, c'est la possibilité de créer ce qu'on appelle des workspaces, donc des espaces de travail différents. C'est une fonctionnalité qui vous permet de ségréger vos activités. En général, ça sera soit par site, soit par type d'activité. Donc aujourd'hui, on va rester dans l'espace de travail No Deviation où on va faire la démonstration. En tant qu'utilisateur standard, les boutons auxquels vous aurez accès dans l'écran d'accueil sont les boutons de Inbox pour la boîte de réception, la Send, le bouton Send pour tout ce qui est les documents que vous avez vous-même envoyés, My Documents pour les documents dont vous êtes le responsable, et enfin le bouton Workspace par lequel vous avez accès à l'espace de travail à proprement parler. Donc pour nous, on va se diriger directement dans l'espace de travail et voir comment créer un document. Donc voilà la façon dont se présente l'interface du Workspace. Donc ça se présente un petit peu comme un navigateur dans Windows. Vous avez à gauche un volet de navigation qui vous permet de visualiser l'ensemble des dossiers qui sont compris dans votre espace de travail et à droite la visualisation de tout ce qui est compris dans chaque dossier. Donc nous aujourd'hui, on va venir ici. Dans la démonstration, on va créer donc des documents pour un skid d'eau purifié qui s'appelle BKPO01. Alors, pour créer un document dans NIT, il y a plusieurs solutions. La première solution, c'est celle que vous connaissez déjà dans un cas classique, c'est de créer manuellement les documents dont nous avons besoin. Donc ici, nous avons enfin, nous pouvons visualiser l'ensemble des documents qui sont disponibles ici dans cet espace de travail et aussi dans ce qu'on appelle une discipline. Donc les disciplines, pour vous en parler très rapidement, sans entrer dans le détail, dans NIT, on a la possibilité de créer ce qu'on appelle des disciplines différentes. Donc une discipline, ça sera un type d'activité différent qui sera géré dans NIT avec du coup des types de documents différents qui seront attachés. Donc, pour revenir à la création de documents, j'ai la possibilité soit de créer manuellement mes documents, soit une fonctionnalité qui est très appréciée dans NIT, c'est la possibilité de créer ce qu'on appelle des packs de documents. En langage NIT, on appelle ça créer des objets. Je vais vous en parler plus, mais du coup, pour créer des packs, on doit passer par un document un peu particulier dans NIT qui s'appelle un log, donc qui est déjà là, et je vais aller dans mon log pour créer un pack de documents. Donc ici, nous sommes dans mon log. Donc un log, c'est un peu comme son nom l'indique, ça va être un logbook, un journal d'événements. Donc dans ce logbook, on va avoir en fait l'historique de toutes les qualifications qui auront été faites sur notre équipement. Donc à chaque fois que je vais créer un pack, je vais avoir une ligne qui va apparaître qui me signifie que mon équipement a subi cette qualification-là. Donc mon log, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est aussi le document particulier dans Nick qui va me permettre de lancer mes packs, de créer mes packs. Donc je vais le faire tout de suite. Je vais cliquer sur Create New ici et nous allons sélectionner un pack. Donc ici, nous sommes dans un environnement de démonstration, donc nous avons accès à un certain nombre de packs prédéfinis.
Mais bien sûr, dans votre organisation, vous aurez la possibilité de les configurer euh, de la manière la plus adaptée à vos besoins. Donc, un pack de documents, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est, comme son nom l'indique, plus ou moins un pack prédéfini de documents que vous aurez mis à disposition de votre utilisateur final pour qu'il n'ait pas à réfléchir de quel document utiliser en fonction de la qualification qu'il a à faire. Donc, les packs, ça peut être par type de qualification ou par type d'équipement, par exemple. Donc, dans le pack, on ne retrouvera pas seulement les types de documents nécessaires, mais aussi associé à chaque type de document, un template de documents approprié. Donc, par exemple, dans le cas où on aurait des packs de qualification mis à disposition pour une qualification initiale d'un autoclave, on aura directement dans ce pack-là l'ensemble des documents nécessaires associés au template nécessaire pour l'autoclave. Donc ici, nous, dans notre démonstration, on va juste prendre le pack pour la modification majeure et créer le pack. Donc, je vais dire requalification du skid BK BW 01 suite au change control 1, 2, 3, 4, 5, 6 par exemple. Voilà, donc mon pack est créé, donc j'ai bien une nouvelle ligne qui s'est ajoutée sur mon log, mon journal d'événements, pour me signifier que j'ai une première qualification qui a été faite sur mon équipement. Donc là, évidemment, je ne visualise pas mon pack. Pour pouvoir visualiser mon pack, je vais devoir revenir à l'espace de travail. Donc je vais cliquer sur le workspace ici pour revenir à l'espace de travail. Et en dessous de mon dossier BKPOE01, vous voyez que j'ai une petite boîte rouge qui a été créée, qui est mon pack. Donc, je vais cliquer sur mon pack et effectivement, dans mon pack, j'ai l'ensemble des documents, comme je vous disais, qui sont mis à disposition pour mon équipement en particulier. Dans les documents qui sont disponibles, vous voyez qu'il y a des documents bleus et des documents orange. Donc, ici, en fait, ce sont les deux grands types de documents que vous allez retrouver dans NIT, en réalité. Vous avez, et la différence entre ces deux types de documents, ça va être le nombre d'étapes d'approbation que va subir chaque type de document. Donc pour les documents bleus, on parle de documents de design, on va avoir seulement une seule étape d'approbation. Donc ça va être un document que vous allez rédiger. Une fois qu'il sera rédigé, vous allez l'approuver et il sera terminé. Donc par exemple, on a la spécification fonctionnelle ou l'URS qui sont des documents de design qu'on va approuver qu'une seule fois. À l'inverse, vous avez du coup les documents orange qui vont subir deux étapes d'approbation. Donc les documents orange, ce sont ce qu'on appelle des documents de test dans NIT. Donc ça va être classiquement les protocoles qui vont être en orange. Donc comment est-ce que ça va se passer? Vous allez rédiger votre protocole vierge. Vous allez l'approuver une première fois, puis ensuite vous allez le mettre en exécution. La personne va exécuter le protocole, donc remplir tous les champs qui doivent être remplis pour l'exécution du protocole, et votre protocole va subir une deuxième salve d'approbation et sera finalisé après ce qu'on appelle du coup la post-approbation. Voilà pour les types de documents. Euh, Nous, aujourd'hui, on va du coup aller directement dans le document docu pour aller voir comment éditer un document maintenant que nous avons tous nos documents qui sont créés. Donc, je vais aller dans le protocole docu. Donc, ce que vous voyez, c'est que effectivement, j'ai un template qui est déjà associé à mon OQ. Donc, c'est un template qui est pré-designé par le Power User, qui aura déjà été pré-approuvé par ailleurs et qui sera mis à disposition de l'utilisateur final. Donc, dans cette interface-là, donc vous retrouverez la même interface en fait pour tous les documents que vous allez utiliser dans NIT. Et à chaque fois, on retrouvera à gauche, comme dans le workspace, un volet de navigation qui vous permettra de naviguer dans les différentes sections de votre protocole. Et à droite, la visualisation de votre document. Donc ici, à gauche, il y a différentes sections de mon document. Moi, aujourd'hui, pour la démonstration, je ne vais pas aller éditer beaucoup de choses. Je vais juste directement aller dans les tests docu.
pour vous montrer un petit peu comment se fait l'édition d'un protocole. Alors, tout d'abord, dans n'importe quel document dans NIT, vous avez la possibilité d'aller l'éditer. Tant qu'il est en mode en développement, vous avez la possibilité d'aller l'éditer, bien sûr, d'ajouter du texte. Vous avez donc un éditeur qui est compris dans NIT qui vous permet de faire des petites choses simples comme changer la police, changer la taille, mettre en gras, italique, souligner, etc. Vous avez la possibilité également d'aller insérer des pièces jointes avec le petit trombone ici. Donc, je vais parler un petit peu plus du reste, mais tout d'abord, une pièce jointe. Vous avez la possibilité d'insérer une pièce jointe dans votre document. Donc, en choisissant votre document ici ou en cliquant et glissant ici. Donc, la plupart des types de documents sont supportés dans NIT. On a la possibilité aussi, alors ça c'est une autre fonctionnalité de NIT, d'insérer ce qu'on appelle des propriétés. Donc je ne sais pas si vous y avez déjà fait attention, mais ici, quand on est par exemple sur la page de garde de notre protocole, nous avons des informations qui sont déjà retrouvées ici. En fait, ce sont des informations qui sont stockées quelque part dans NIT et qui peuvent être rappelées en fait dans différents endroits d'un document ou voire dans différents endroits de documents différents qui sont compris dans un pack, par exemple. Donc ça, c'est une propriété qui est assez puissante dans NIT parce que ça permet de partager une information sans avoir à la retaper soi-même à chaque fois. Donc dans ce cas-là, j'ai des propriétés qu'on appelle système. Pourquoi système? Parce qu'elles sont déjà comprises dans le système. Si je me mets en mode interaction, je vais pouvoir visualiser la nature de ces propriétés et qu'elles correspondent à des informations que je lui ai déjà données ou qui existent déjà quelque part. Donc par exemple, le titre ici, le nom de mon skid qui s'appelle dans cet exemple-là skid eau purifiée, c'est le nom que, enfin, c'est la description que j'ai donnée au dossier dans lequel mon document est compris. Donc il est allé rechercher la description de mon dossier. Ici, BKPOE01, c'est le tag, le numéro de mon dossier. Donc il est allé pareil le rechercher. Ici, le site No Deviation, c'est le nom de mon workspace. Donc, si vos workspaces sont catégorisés par site, vous pourrez directement aller mettre la propriété disponible qui est le nom du workspace pour pouvoir le retrouver au sein de votre document et ainsi de suite. On a aussi l'existence de ce qu'on appelle des propriétés de librairie. Donc, euh, contrairement aux propriétés système, les propriétés de librairie, ce sont des propriétés qui ont été configurées également par le Power User, donc qui sont plus personnalisables, de nature plus personnalisable. Donc, par exemple, ici, dans cet exemple-là, nous avons tout un tas de propriétés librairies qui ont été créées. Ça peut être un numéro de batch, une taille de batch, mais ça peut être par exemple un numéro de document qui va réapparaître plusieurs fois dans votre pack de documents, un numéro de change control ou la référence d'un document qui vous intéresse. Donc ça peut être tout type de choses. Propriété. Donc je vais pas passer trop de temps à éditer mon protocole. Je vais juste directement aller dans la section 4 pour aller insérer en fait des cas de test dans mon protocole pour pouvoir exécuter mon protocole plus tard. Alors, ici, on va découvrir une nouvelle fonctionnalité de NIT qui est la possibilité d'introduire des cas de test standards. Donc, des cas de test standards qui auront aussi été développés en parallèle et mis à disposition pour l'utilisateur. Donc, pour introduire des cas de test, on va juste cliquer sur le petit bouton Add ici. Et le bouton Add, ce qu'il fait, c'est qu'il va ouvrir toute la librairie des cas de tests qui auront déjà été créés en parallèle. Donc, on a la possibilité de créer tout un tas de cas de tests qui sont disponibles ici. Euh, L'utilisateur peut les prévisualiser avec la petite loupe ici pour voir un peu à quoi ressemble son cas de test et s'il correspond à ses besoins. Donc, ces cas de test, il pourra aller les introduire dans son protocole. Donc moi ici pour l'exercice, je vais juste en prendre certains complètement au hasard. Je n'ai pas la volonté de faire un vrai protocole pour un skid d'eau purifié, donc je vais juste ajouter des cas de test un peu comme ça pour qu'on voit à quoi ça ressemble. Donc une fois que j'ai ajouté mes cas de test, je vais sortir de la librairie en cliquant soit sur Edit, soit sur Interact.
Donc, je suis sortie de ma librairie et je vois que mes cas tests se retrouvent ici. Donc, je peux y naviguer et voir un peu à quoi ça ressemble. Voilà à quoi ressemble un cas de test. Donc, ici, ce que vous voyez d'emblée, ce sont des cases bleues et des cases oranges, un peu comme les types de documents que je vous avais expliqués qui sont disponibles dans NIT. Donc, intuitivement, je pense que vous avez déjà compris. Euh, Ce que ça implique, la couleur des cases, c'est que les cases bleues, ce sont tout ce qu'on appelle les cases de design, donc les cases d'instruction qu'on ne pourra plus aller modifier après la première approbation de notre protocole. Tandis que tout ce qui est cases orange, ce sont les cases qui seront exécutables. Donc les cases qu'on laissera disponibles pour l'exécutant pour qu'il puisse venir les remplir pendant l'exécution et qui ne seront figées que suite à la deuxième approbation du coup de votre protocole. En type de case exécutable, donc on peut aller, donc en tant qu'utilisateur, que rédacteur du document, on peut aller modifier les types de cases qu'on va retrouver dans notre protocole. On a plusieurs types de cases exécutables. On a ce qu'on appelle des recorded values, donc des valeurs enregistrées. C'est un type de case qui est en fait un champ libre où l'exécutant va pouvoir saisir du texte libre. Il pourra également, comme on l'a fait tout à l'heure, venir attacher des documents et également créer des non-conformités dans ce type de case-là. On a un deuxième type de case qui sont les listes de choix, donc, dans lequel on va offrir la possibilité à l'utilisateur de venir choisir différents choix parmi une liste de choix. Donc ici, par exemple, place, pass, fail ou NA. C'est assez facilement configurable également. On a le type de case signature, donc signature qui permettra à l'utilisateur d'aller signer la ligne pour dire qu'il a bien exécuté la ligne, enfin l'instruction de la ligne en question. On a aussi la possibilité d'insérer un type de colonne qui s'appelle témoin, witness. Donc je vais insérer une colonne d'abord à droite ici et on va insérer une colonne témoin. Donc là, witness. Hop, voilà. Donc je peux changer le type de colonne en witness ici. Donc qu'est-ce que c'est que cette case witness? En fait, c'est aussi une case de signature électronique, sauf que ça sera une case qui ne pourra être signée qu'à partir du moment où une signature aurait été apposée pour la ligne. Je vais insérer aussi d'autres lignes en dessous pour vous montrer juste que c'est assez facile à faire en fait. Donc si vous avez plusieurs instructions dans votre cas de test, il suffit juste d'ajouter plusieurs lignes ici. On a aussi la possibilité d'insérer ce qu'on appelle une signature de tableau. Ça va être ici Table Signature, donc qui permet de signer l'ensemble du tableau. Donc ici, bien sûr, j'ai mis quelque chose de très contraignant avec une signature par ligne, un témoin par ligne et une signature sur le tableau. C'est plus pour vous montrer toutes les possibilités qui existent en NIT. Ça ne veut pas dire que vous, dans votre protocole, vous êtes obligé de tout ajouter, bien sûr. Donc voilà à quoi ressemble un cas de test dans NIT et nous allons passer du coup à la partie revue et approbation d'un document. Donc pour la revue d'un document, c'est assez simple. Donc il suffit d'aller sur le petit bouton Review ici et vous pouvez ajouter toutes les personnes qui doivent revoir votre document. Moi ici dans la démonstration, je vais m'ajouter moi-même, même si bien sûr ça ne sera pas le cas dans un document réel. Donc j'ai juste à m'ajouter et à cliquer sur Start Review ici. À partir du moment où vous cliquez sur Start Review, NIT va bloquer la version sur laquelle vous travaillez. Donc moi, dans mon cas, c'était la version 0.1. La première version, il va la bloquer en revue et ouvrir une nouvelle version de mon document, la 0.2, qui est en édition. Donc c'est bien la version 0.1 qui est en commentaire et la version 0.2 que je peux toujours aller modifier pour implémenter tous les commentaires que je vais recevoir. Quand vous avez envoyé un document en revue, la personne que vous avez allouée va recevoir donc dans son mail un mail qui lui dit qu'elle a reçu un document pour revue, mais également dans son inbox ici, elle va avoir reçu le document pour revue ici. Moi, je l'aurai reçu ici et je vais me mettre à présent dans la peau de la personne qui revoit le document.
Donc, une fois que la personne a reçu le document en revue, elle a juste à cliquer soit sur le lien qu'elle aura reçu dans son email, soit dans le lien dans son inbox pour aller dans le document. Donc là, je vais arriver dans le document qui m'a été envoyé en revue. Donc, je suis bien dans la version 0.1, comme je vous en ai parlé, et je vais pouvoir donner mes commentaires. Donc, je peux aller, par exemple, dans le cas de test où on était tout à l'heure, et ici, demander à la personne d'ajouter une référence, par exemple. Donc, pour ajouter un commentaire, j'ai juste à sélectionner l'endroit où je vais faire un commentaire, cliquer sur Insert, et à ce moment-là, je peux ajouter un commentaire. Donc, par exemple, ajouter la référence. Comme Neat est un outil en ligne, et ce qui est intéressant ici, c'est bien sûr que plusieurs personnes peuvent être présentes en même temps sur le document pour donner leurs commentaires. On a également la possibilité de répondre aux commentaires. Donc moi, je me remets à nouveau dans la peau de l'auteur, je vois le commentaire de la personne. Je vais aller dans ma version 0.2 qui est en développement pour aller ajouter la référence au commentaire. Donc ici, je peux mettre une référence, par exemple XW 534. 500, bon là, je n'écris pas du tout ce que je dis, 534. Voilà, donc j'ai bien implémenté le commentaire. Je vais aller répondre à la personne ici, dans ma version en revue, pour lui dire référence ajoutée. Voilà, donc c'est un outil très interactif pendant la revue qui permet à plusieurs personnes de pouvoir interagir directement sur le document. Une fois que ma revue est complétée, donc je vais juste cliquer sur Review Completed ici pour signifier que j'ai terminé ma revue. La personne auteur du document va recevoir un mail qui lui signifie que Lisa Lee a bien terminé sa revue. Et si je vais dans l'onglet Review dans lequel on était tout à l'heure pour ajouter les personnes, on voit bien que la revue a été complétée par Lisa Lee. Donc voilà pour la revue. Je vais revenir dans mon document en développement donc en tant qu'auteur et on va voir comment se fait l'approbation. Alors pour l'approbation, c'est aussi très facile. Il me suffit de cliquer sur le bouton Approval, l'onglet Approval. Donc dans l'onglet Approval, je vais avoir la possibilité d'aller sélectionner un template d'approbation. Donc ça aussi, c'est une fonctionnalité qui existe dans Neat et qui doit être configurée au niveau du Power User. C'est ce qu'on appelle des templates d'approbation, des approval templates. Le template d'approbation, je vais le sélectionner, vous allez le voir tout de suite. C'est en fait un enchaînement des étapes d'approbation qui va guider l'utilisateur pour les personnes qui doivent approuver son document. Donc les templates d'approbation vont être spécifiques à un type de document. Donc par exemple, là, je suis dans un OQ et mon Power User a défini que les personnes qui devaient approuver, c'était l'auteur du document, le CNQ et la qualité. Donc ici, bien sûr, on est dans un environnement de démonstration et je n'ai pas toutes ces personnes pour le signer, donc j'ai la possibilité d'aller supprimer les personnes qui ne sont pas obligatoires. Donc ici, dans cet exemple-là, donc dans la colonne mandatory, on a le CNQ et le QA qui ne sont pas obligatoires. Dans un environnement de production, on aura par exemple le HS ou la maintenance qui peuvent être des signataires qui ne sont pas obligatoires. Comment va se dérouler l'approbation? On aura en fait à chaque fois qu'on va assigner des personnes dans les étapes d'approbation, on aura les personnes qui vont recevoir l'approbation par étape. Donc d'abord la personne de l'étape 1, ensuite de l'étape 2, ensuite de l'étape 3. Et si on a défini plusieurs personnes dans une même étape, ces personnes-là vont recevoir le document en approbation en parallèle. Dans, euh, dans chaque étape, je vais avoir la possibilité d'aller sélectionner un certain nombre de personnes. Les personnes que je vais pouvoir sélectionner ici va dépendre du groupe utilisateur auquel ils sont affiliés. Donc ça, c'est aussi au niveau de la configuration qu'on va définir en fait dans chaque workspace différents groupes utilisateurs. Donc par exemple, auteur, CNQ, QA, maintenance, HSE, ceux que je vous ai cités auparavant. Et c'est l'affiliation à ces différents groupes utilisateurs qui va permettre à une certaine personne de pouvoir approuver ou non un document. Donc ici, on est dans un environnement de démonstration, mais moi, je suis affiliée au groupe d'utilisateurs CNQ et auteur.
À ce stade-là, ce que NIT va contrôler, c'est qu'une personne ne puisse pas approuver deux fois un document. Donc ça paraît assez logique, mais c'est bien fait du coup dans NIT. Si j'approuve le document en tant que CNQ, je n'aurai plus la possibilité de l'approuver en tant qu'auteur. Si vous vous souvenez, tout à l'heure, j'avais mon nom disponible ici. Maintenant, il ne l'est plus. Dans ce template d'approbation, donc on donne évidemment une trame à l'utilisateur pour lui forcer à passer par un certain nombre d'approbateurs ou à lui conseiller un certain nombre d'approbateurs quand ils ne sont pas mandatory. Mais on a aussi la possibilité d'ajouter des personnes en ad hoc, en additionnel, qui ne seraient pas encore définies dans le template d'approbation. Donc pour ça, je vais dans Options, je vais cliquer sur New Signatory. Et à ce moment-là, j'ai la possibilité d'aller sélectionner d'abord l'étape d'approbation, donc par exemple ici l'étape 2, et de dire en tant que quoi est-ce que je veux que la personne approuve, donc par exemple en tant que SME. J'ai sélectionné Christy, et vous voyez que mon nom n'est plus disponible ici non plus, comme je n'ai pas le droit d'approuver deux fois le même document. Donc voilà, je peux ajouter des personnes en plus ici en ad hoc. Alors ici, pour la démonstration, je suis toute seule pour approuver, donc c'est un template d'approbation un peu particulier où je peux supprimer le QA, donc ce n'est pas coutume, mais je peux le faire ici pour la démonstration. Donc je vais supprimer toutes les étapes qui ne sont pas nécessaires pour aujourd'hui. Je vais me sélectionner moi en tant qu'auteur et je vais envoyer mon document pour approbation. Donc ici, j'ai attribué l'ensemble des personnes qui sont nécessaires pour mon approbation et je vais cliquer sur le bouton Issue ici qui veut dire envoyer en anglais pour envoyer mon document en approbation. Voilà. Donc mon document a été envoyé en approbation et à cette étape-là, j'ai toujours la possibilité, donc soit en tant qu'approbateur, soit en tant que responsable du document, il y a toujours la possibilité d'aller changer la personne qui doit approuver. Donc, bien sûr, la personne qui approuve doit toujours faire partie du même groupe d'utilisateurs, donc doit quand même être auteur. Mais à ce stade-là, si par exemple une personne est absente ou qu'elle estime que ce n'est pas à elle d'aller approuver le document, il y a toujours la possibilité de changer la personne qui approuve. À partir du moment où j'ai envoyé un document en approbation, ça se passe un petit peu comme l'envoi en revue. La personne qui doit approuver va recevoir à la fois un email de NIT qui la notifie qu'elle doit approuver un document, ou elle va aussi recevoir donc dans son inbox ici le document pour approbation. Donc ici, je viens bien de recevoir mon document pour approbation. Je vais cliquer dessus et je me retrouve dans la page d'approbation de mon document. Donc, comme quand je rédige le document, j'ai la possibilité de naviguer dans les différentes sections. Donc, en tant qu'approbateur, je vais vérifier que tout est correct. Et j'ai une fonctionnalité qui existe ici, qui est très intéressante dans NIT, c'est la possibilité de comparer. Donc, la comparaison, ça va me permettre de comparer entre toutes les versions qui ont été figées dans NIT et celle qui est envoyée pour approbation aujourd'hui. Moi, j'ai envoyé la 0.1 en revue uniquement, mais si j'avais envoyé par exemple une 0.2, 0.3 pour revue, j'aurai également la possibilité de naviguer dans ces différentes versions-là. J'ai un bouton à droite ici qui va me permettre de naviguer dans tous les commentaires qui m'auront été faits, quelle que soit la version envoyée en revue, et je peux cliquer dessus pour que NIT m'emmène directement à l'emplacement où le commentaire a été fait. Donc ici, il m'emmène bien dans cette section-là, donc dans mon cas de test où le commentaire a été fait. Et en tant qu'approbateur, je peux vérifier donc le commentaire et vérifier à la fois donc, dans ma page de droite que le commentaire a bien été implémenté. Donc ici, NIT va me mettre en surbrillance tous les ajouts ou retraits qui ont été faits. Donc il va me comparer réellement les deux documents pour me dire oui. Donc ici, il y a XUE 534 qui a bien été ajouté. J'ai la possibilité aussi de naviguer dans les différentes sections pour voir donc ce qui s'est passé entre la version 0.1 et la version qui m'a été envoyée pour approbation. Donc, une fois que je suis satisfaite avec le contenu du document, on peut passer à l'approbation. Donc, je vais venir ici
Et à cette étape-là, j'ai la possibilité soit d'approuver, soit de rejeter le document, donc comme dans un workflow classique d'approbation. En tant qu'auteur du document, j'ai aussi la possibilité de retirer le workflow d'approbation, donc d'interrompre le workflow si jamais j'estime que finalement j'ai des modifications encore à faire dans mon document. Donc là, je vais approuver mon document. Donc c'est très simple. Ici, j'ai un commentaire qui est obligatoire. Donc je vais dire approbation, par exemple, ou ça peut être n'importe quoi, ça peut être défini dans vos procédures. Donc le contenu ici peut être défini dans votre procédure. Et j'ai ma signature électronique à apposer ici pour pouvoir approuver le document. Voilà, donc mon document a bien été préapprouvé. Si je reviens dans mon workspace, donc mon document était ici. Donc mon OQ, ici, vous voyez que le statut a changé et qu'il est passé en préapprouvé, alors qu'il était en développement auparavant. Donc nous avons passé la première étape d'approbation de mon document. Et je vais pouvoir passer à son exécution. Alors, à cette étape-là, mon document est bien préapprouvé et il va falloir que je le passe en exécution pour pouvoir l'exécuter. Donc je vais aller changer son statut. Ici, je vais pouvoir mettre Release for Testing pour pouvoir le passer en exécution. Donc à ce stade-là, on a toujours la possibilité de le réouvrir, reopen, si on se rend compte au dernier moment qu'il y a des modifications à faire sur le document, mais bien évidemment, si on le réouvre, il va falloir repasser par une étape de préapprobation. Donc je vais le release for testing et mon document est passé en test. Donc ici, vous voyez, le statut a changé de nouveau, il est passé en test. Alors ici, je vais mettre dans la peau d'un exécutant et je vais aller exécuter mes cas de test. Donc bien sûr, comme pour la revue, mon protocole reste disponible en ligne, donc c'est possible d'être plusieurs à exécuter différentes parties d'un protocole. Donc là où sur papier, vous aviez un protocole que vous sépariez en plusieurs feuillets pour donner les pages 3 à 5 à une personne et les pages 10 à 12 à une autre personne, ici, tout est en ligne et donc on n'a pas le risque de perte du document, évidemment. Alors, donc je vais passer directement dans la démonstration au cas de test que j'ai édité tout à l'heure. Je vais venir ici et on retrouve le cas test où j'étais tout à l'heure. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est bleu, ce sont des cases, des colonnes de design, donc on ne peut plus les modifier. Et là où je vais pouvoir exécuter, ce sont toutes les colonnes qui sont en orange. Donc, dès que je clique dessus, j'ai la possibilité de faire différentes choses. Euh, En mode exécution, on a plusieurs boutons qui sont disponibles ici. Donc, on va voir d'abord le bouton Execute. C'est le bouton qui nous permet d'exécuter le document, comme son nom l'indique. Alors, pour revenir aux différents types de colonnes qu'on avait tout à l'heure, donc on avait le premier type de colonne qui était le recorded value. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ici, on pouvait venir saisir du texte libre. Donc, ici, normalement, on s'attend à ce que le résultat actuel soit le résultat attendu. Donc, je vais pouvoir le saisir ici. J'ai la possibilité également dans ce champ de texte libre d'aller ajouter des pièces jointes comme on l'a fait tout à l'heure. Donc ici, de la même manière, je peux aller sélectionner un document dans mon navigateur ou bien, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre ici? Ou bien juste le cliquer et le glisser ici. Donc ici, par exemple, voilà. Donc une fois qu'on a attaché un document dans Neat, on a la possibilité de le prévisualiser quand c'est un PDF ou une photo, par exemple. Donc ici, il s'agit d'un PDF blanc, donc il n'y a rien à voir, mais voilà, vous avez la possibilité de prévisualiser le document et pour les autres types de documents aussi de les télécharger. Alors, dans Nit, il faut savoir que toutes les modifications sont tracées. Donc, dès l'instant où j'ai saisi n'importe quel texte dans une cellule, c'est là qu'on va voir le mode History qui nous permet de visualiser en fait l'audit trail. Donc, je vais me placer en History
Et ici, j'ai la possibilité, quand je clique sur les cases, de voir déjà la valeur qui a été saisie, la raison du changement et l'utilisateur qui a saisi le texte ici. Si je veux changer le contenu d'une cellule ici, donc je vais me remettre en execute, j'ai la possibilité de le faire. Donc si par exemple ici je veux finalement supprimer le PDF blanc que j'avais mis ici, je vais cliquer sur Edit et j'ai une fenêtre qui apparaît qui va me demander de justifier mon changement directement. Donc ça c'est une option qui peut être mise ou non dans Neat. Donc on a la possibilité de devoir saisir une raison ou pas quand on fait un changement. Donc ici, je vais supprimer ma pièce jointe et je vais dire euh, mauvaise pièce jointe attachée. Et je vais sauvegarder. Donc là, premièrement, j'ai un petit crayon qui apparaît qui me signifie qu'il y a un changement qui a été fait. Et deuxièmement, si je retourne dans History, dans l'audit trail, et que je clique sur cette cellule-là, je vais voir l'entrée initiale qui était mon PDF blanc. Donc c'est là où vraiment tout est tracé. C'est que tous les changements qui ont été faits seront là et toutes les pièces jointes qui ont été attachées resteront ad vitam aeternam, évidemment, dans Neat. Donc j'ai toujours accès à ma pièce jointe, même si je l'ai supprimée dans ma modification. Et j'ai l'historique de ma modification, donc la valeur qui a été, la nouvelle valeur qui a été saisie, la raison que j'ai saisie pour justifier mon changement et l'utilisateur qui a réalisé le changement, la date et l'heure, de nouveau. Voilà pour l'audit trail. Si on revient aux différents types de colonnes qu'on peut rencontrer, donc euh, pour la recorded value, donc on a vu qu'on avait la possibilité de rentrer du texte, d'ajouter une pièce jointe, mais on a aussi la possibilité d'aller ajouter une anomalie dans Neat. Donc si par exemple ici j'ai une anomalie, je peux cliquer sur Add Issue ici. Donc Add Issue qui me permet de créer directement ma non-conformité dans Neat. Donc ici je vais mettre juste non-conformité test pour la démonstration. Et j'ai la possibilité du coup d'aller sélectionner pareil, différents templates de non-conformité ou de déviation ou d'anomalie, enfin peu importe la façon dont vous le nommez dans votre organisation. Donc ici, je peux sélectionner ce template-là, je vais cliquer sur Create et ma non-conformité est créée. Et si vous avez fait attention, quand j'ai cliqué sur Add Issue et que j'ai sélectionné mon template, mon petit document, c'est un document orange aussi. Donc c'est aussi ma déviation, c'est aussi un document qui est exécutable. On va aller voir tout de suite. Ma déviation est ici. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que NIT a créé un document à part qui est inclus dans mon document. Donc ici, il a fait un lien vers le document qu'il a créé. Et ici, à gauche, dans le panneau de navigation, on a le volet contenu, mais on a le volet issues également. Donc tout à l'heure, il n'y avait rien parce qu'on n'avait pas encore créé de déviation, mais maintenant, on a créé une déviation. Donc il va m'indiquer la déviation qui a été créée. Et si je suis dans une autre section de mon protocole et que je clique dessus, il va me ramener à la section dans laquelle ma non-conformité a été créée. Donc à partir de là, je vais pouvoir aller naviguer dans mon autre document qui est ma non-conformité, donc en l'ouvrant et en cliquant sur GoTo. Alors pourquoi ma non-conformité est un document exécutable? Parce qu'en fait, de la même manière qu'un protocole, je vais devoir d'abord remplir ma non-conformité pour tout ce qui est description, identification de la route cause et définition du plan d'action. Je vais définir tout ça. Je vais avoir une première approbation du coup de ma non-conformité. Puis, je vais donc exécuter les actions, documenter les actions que j'ai réalisées et ma non-conformité va alors passer par le deuxième stade d'approbation. Donc, ça fonctionne un petit peu comme un mini protocole. Donc, du coup, ma déviation se remplit un petit peu de la même manière qu'un protocole. Ici, ce que vous retrouvez en vert, ce sont donc des propriétés également. Donc, on a une façon d'aller les saisir qui est de juste cliquer dessus en mode interagir et on a la possibilité d'aller entrer du coup différentes données dans la déviation. Donc ici par exemple, classification de ma déviation, j'ai une liste de choix qui me permet
dire est-ce que c'est une erreur du logiciel, une erreur hardware ou une erreur du testeur, une erreur humaine. Donc j'ai la possibilité d'avoir des listes de choix dans les propriétés, j'ai la possibilité d'avoir du champ libre, j'ai aussi la possibilité d'aller saisir une date, que je vais voir s'il y en a une par ici. Mais par exemple, non, il n'y en a pas ici. Mais voilà, j'ai la possibilité d'aller saisir. Donc, je vais aller compléter ma déviation en rentrant les différentes informations et je vais pouvoir l'envoyer en approbation pour ensuite saisir les actions que j'aurai complétées. Voilà, je ne vais pas passer plus de temps sur les déviations. Je vais juste préciser que, évidemment, le template de la déviation, il est propre à votre organisation. C'est vous qui allez le développer selon vos besoins. Donc, je vais revenir à mon protocole initial, donc le protocole OQ de mon SKID, et on va venir voir les autres types de colonnes. Voilà. Donc, ici, on a vu toutes les possibilités dans la colonne qui s'appelle Recorded Value. Maintenant, on va passer à la deuxième colonne qu'on avait créée tout à l'heure, qui était la colonne de choix, la choice list. Donc, on avait donné le choix à l'utilisateur de saisir soit pass, soit fail, soit NA. Donc, effectivement, maintenant, pendant l'exécution, l'utilisateur a sa liste de choix qui est disponible, où là, les différents choix, pass, fail ou NA. Tant que je ne suis pas sortie de la cellule, il estime que mon information n'est pas complète, donc je n'aurai pas le petit crayon ni besoin de justifier tant que je reste encore dans la même cellule. Alors, une fois que j'ai complété mon action et que, ben, par exemple ici, je dis que bon, vous aurez compris que ici, ce que je saisis, c'est n'importe quoi, ça ne correspond pas à un vrai test, évidemment. Mais une fois que j'aurai complété mon action, en tant que testeur, je vais venir signer la ligne. Donc signer le fait que j'ai bien exécuté la première action qui est présente dans mon protocole. Donc je vais venir signer, soit je peux double-cliquer ou j'ai le petit bouton signature ici pour signer la ligne. Une fois que j'ai signé la ligne, j'ai un petit bouton, un petit icône vert qui apparaît ici à gauche pour me signifier que la ligne a bien été signée. À partir de ce moment-là, j'ai un niveau de titrel supplémentaire parce que maintenant, si je veux venir modifier la ligne, je vais devoir donner une raison, une justification. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, justification des mots, mais aussi signer pour expliquer pourquoi je change. Au-delà de ça, une fois qu'on réalise une modification après la signature, tout d'abord la signature va sauter parce que auparavant j'avais signé pour le contenu qui était présent ici avant modification et j'ai par ailleurs un petit 1 qui apparaît et le petit icône du stylo devient marron. Et à ce moment-là, si je clique sur History, je vais avoir un audit trail un peu plus complet dans le sens où je vais vraiment avoir une ligne par action qui a été réalisée après signature. Donc ces lignes-là, elles apparaîtront aussi pour la personne qui va relire et approuver le document pour qu'il soit bien conscient de toutes les modifications qui ont été réalisées après signature. Pour le dernier type de colonne que vous allez rencontrer, donc la colonne witness ou témoin, je tiens à préciser que c'est la seule chose que va contrôler NIT dans l'exécution de votre protocole. En fait, pourquoi je dis ça? C'est parce que la colonne witness, je ne peux pas la signer tant que j'ai pas de signature qui a été faite. Donc là, je vais resigner la ligne. Donc, de nouveau, il va me demander une raison dans ce cas-là parce que j'avais déjà signé auparavant. Donc, je vais dire démonstration, toujours. Et c'est seulement à ce moment-là, après avoir signé, que je vais pouvoir être témoin. Donc, pourquoi est-ce que je dis que c'est la seule chose que va bloquer NIT? Parce que en dehors de ça, NIT, il faut garder en tête que c'est un outil et qu'il ne va rien bloquer du tout. Ici, par exemple, si je veux être mon propre témoin, j'ai la possibilité de le faire. Vous voyez? J'ai pu être mon propre témoin alors que j'ai exécuté le test moi-même. Je peux dans NIT marquer un résultat comme étant passe alors que le résultat ne correspond pas du tout au résultat attendu.
Je peux exécuter des lignes dans un sens tout à fait aléatoire si je le souhaite. NIT ne va rien contrôler de tout ça. Donc, ce qui est important à souligner ici, c'est que NIT reste un outil et que il faut passer par un contrôle procédural, donc que ce soit au travers des procédures qui existent sur votre site ou dans votre entreprise, ou par les instructions qui sont données dans votre protocole pour pouvoir respecter des choses que vous aurez imposées dans votre protocole. Euh, voilà donc du coup pour les différents types de colonnes que vous allez rencontrer dans NIT. On a vu que la signature bloquait la ligne. Nous avons aussi tout à l'heure ajouté une signature du tableau entier. Donc cette signature-là, elle va avoir le même effet que la signature de ligne, mais ça va avoir cet effet-là sur le tableau en entier. Donc si je signe le tableau ici, alors que je peux plus ou moins modifier les données qui sont, ou pardon, les données qui sont ici encore. Donc j'ai toujours la possibilité d'aller les modifier. Si je bloque le tableau, donc si je signe le tableau dans son entièreté, j'aurai de la même manière le petit icône du stylo qui va apparaître et donc moins de possibilités pour aller éditer toutes les cellules de mon tableau, même si elles ne sont pas signées. Donc si je veux modifier quoi que ce soit dans mon tableau, à partir de ce moment-là, j'aurai le bouton Edit qui sera disponible avec la justification qui doit être fournie et le mot de passe pour pouvoir sauvegarder toute modification que j'aurai faite. Voilà. Donc voilà à peu près l'ensemble des manipulations que vous pouvez faire en exécution d'un document. On n'a juste pas vu encore le petit bouton Applicability et Duplicate. Alors qu'est-ce que c'est ces boutons-là? Je vais aller dans l'autre cas de test. Le bouton Applicability, il permet en fait, comme on est dans un système électronique et que euh, normalement sur du papier, pour tout ce qui n'est pas exécuté, on devrait marquer NA. On n'a pas le droit de laisser des cellules vides pour être sûr qu'il n'y ait personne qui vienne saisir des choses de manière intemporelle. Dans NIT, c'est un système électronique. Donc, dans l'absolu, il y a beaucoup d'organisations qui autorisent le fait de laisser des cellules vides, dans le sens où on est dans un système électronique avec full traçabilité. Donc, dans le sens où on n'aura pas la possibilité d'aller gruger, on va dire. Donc, dans certaines entreprises, on laisse la possibilité de laisser des cellules vides. Mais d'autres entreprises ne sont pas encore totalement à l'aise avec cette façon de faire-là, parce que avec leurs années d'expérience dans le pharma, c'est difficile d'accepter de laisser des cellules vides. Et du coup, NIT a développé ce bouton Applicability qui peut être euh, configuré ou non dans l'application de NIT, qui permet en fait de mettre NA dans des lignes en entière. On va voir comment ça fonctionne. En fait, quand je clique sur le bouton Applicability, j'aurai la possibilité de marquer certaines étapes comme n'étant pas applicables. Donc, je vais sélectionner les colonnes, pardon, les lignes que je ne veux pas exécuter et je vais pouvoir cliquer sur Mark as NA. Donc, je vais devoir, dans ce cas-là, aussi fournir une raison. Donc, par exemple, non applicable, car exécuté dans le protocole XXX et signé aussi également. Mais encore une fois, c'est une fonctionnalité qui a été introduite par NIT parce qu'il y avait certaines organisations qui n'étaient pas à l'aise de laisser des cellules vides. Mais aujourd'hui, avec un système de full traçability, c'est vraiment pas nécessaire de marquer NA partout de cette manière-là. Bon, ce que cette fonctionnalité, par contre, elle apporte de plus, c'est que il y a la possibilité de justifier le fait que ce soit non applicable. Donc, on a aussi dans l'historique le petit message qui s'affiche pour nous expliquer pourquoi est-ce que c'est non exécutable. Pardon, non applicable. Voilà pour le bouton Applicability. Le bouton Duplicate, à quoi il sert? C'est dans le cas où on aurait des réexécutions à faire dans des protocoles. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive de façon assez fréquente dans l'exécution des protocoles. Donc sur du papier, ce qu'on aurait à faire généralement, ce serait réimprimer le cas de test à réexécuter, voir l'ensemble du protocole dans certaines organisations, de marquer un A partout là où c'est pas nécessaire, de renuméroter toutes les pages, de bien le référencer pour l'attacher à notre protocole principal. Dans NIT, c'est extrêmement simple quand on doit réexécuter.
Donc on aura par ailleurs évidemment documenté dans notre non-conformité comme action le fait de devoir réexécuter un cas de test. Et dans Neat, on va simplement sélectionner le cas de test à réexécuter et cliquer sur Duplicate. Quand je clique sur Duplicate, Neat va tout simplement me faire une copie de mon cas de test euh, initial. Donc je vais avoir un duplicata vierge que je vais pouvoir venir réexécuter ici dans le même protocole. Donc la nomenclature, elle va reprendre la nomenclature de la section initiale. Et sur la section dupliquée, je vais avoir une bannière ici qui va me signifier que c'est une section dupliquée. Et je vais pouvoir aller à l'original en cliquant ici. Donc voilà, je vous ai montré l'ensemble des fonctionnalités qu'on peut avoir lors de l'exécution d'un protocole dans NIT. Évidemment, une fois que la personne aura terminé son exécution, elle pourra l'envoyer en cycle de revue et d'approbation, comme on a vu auparavant lors de la pré-approbation de ce document-là. Donc j'en ai terminé pour la démonstration d'aujourd'hui. Il existe encore quelques fonctionnalités que j'ai pas forcément abordées durant cette démonstration, notamment d'autres fonctionnalités qui vous permettent de partager des données entre différents documents, des fonctionnalités aussi de reporting qui existent dans NIT. Donc si vous êtes intéressé et que vous voulez en savoir plus sur NIT, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. Vous pouvez nous contacter par l'adresse email qui va s'afficher à l'écran et nous sommes aussi disponibles sur le site internet que vous verrez affiché à l'écran également. Merci beaucoup à tous et je vous souhaite une excellente journée.